Le 10h midi, Sud Radio Média, l'instant zapping. L'instant zapping avec Gilles, notre invité Bernard de la Villardière est avec nous ce matin. On va parler dans un instant de cette enquête à découvrir dimanche soir vers 23h10 d'enquête exclusive. Je vous conseille vraiment de regarder cette enquête remarquable sur le blanchiment d'argent du narcotrafic, comment ils infiltrent notre économie, et c'est partout autour de vous. On vous parle souvent de la drogue, du transport de la drogue, des dealers, des guetteurs. Là, c'est cet argent, vous allez voir, qui est phénoménal, et la façon dont les narcos le blanchissent. Gilles, le zapping. On parlera aussi tout à l'heure du Venezuela, puisque M6 a rediffusé un doc d'enquête exclusive au Venezuela, et puis on parlera de votre expérience là-bas. Et donc Donald Trump et son opération au Venezuela, face à ce succès, répète et menace désormais tous les jours le Groenland. C'est son nouvel objectif, Groenland. Hier, le trésor de TF1 a voulu expliquer aux téléspectateurs pourquoi le Groenland était si stratégique pour Donald Trump. Et vous allez voir, c'est un reportage assez didactique. On doit l'avoir. On ira aussi loin qu'il le faut pour l'avoir. On a besoin du Groenland pour des raisons de sécurité. De sécurité, mais pas seulement. Vu de chez nous, un bout de terre très éloigné. À y regarder de plus près, le Groenland a une position stratégique proche du continent américain et de l'Europe. Ses sous-sols regorgent surtout de ressources minières, de l'or, du cuivre, du fer ou du nickel, essentiels pour les batteries des téléphones portables. Et dans les fonds marins de l'Arctique, des gisements de pétrole. Donald Trump aimerait les exploiter, même si c'est interdit depuis 2021. Le président des États-Unis veut aussi tirer profit de ces routes maritimes. Elles sont de plus en plus praticables avec la fonte des glaces pour développer et accélérer le commerce. Il va réussir à l'avoir ? Pas par la force, je pense pas qu'il ira jusque-là, et j'espère. J'ose espérer que son entourage l'empêchera de commettre l'irréparable, parce que ça ouvrirait une grave crise en Europe, et puis ça ferait entrer une division au sein de l'OTAN, parce que les Américains, les États-Unis sont membres de l'OTAN quand même. Mais il est possible que, c'est un négociateur, donc voilà, il pousse pour mieux négocier sur tapis vert. Et peut-être qu'à un moment, il va proposer un chèque au Danemark. Oui, il va carrément proposer. Les Groenlandais, c'est 52 000 personnes, entre 52 000 et 56 000. C'est pas grand monde quand même, malgré tout. Donc il peut aussi leur proposer des chèques. Ouais. Et finalement, la politique de Donald Trump avec le Venezuela et le Groenland, est-ce que ça change la vie des Américains ? Est-ce que ça change le prix des œufs pour les Américains ? Je sais pas, c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, mais il est certain que le Venezuela, c'était aussi une question d'intérêt pour les États-Unis. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il fonctionne. Encore une fois, c'est un businessman. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas vraiment un idéologue. Son idéologie, c'est la puissance américaine et c'est l'économie américaine. Ouais, et gagner de l'argent. Voilà. Vous disiez que vous n'avez pas pu rentrer, vous n'avez jamais pu aller au Venezuela. J'y suis allé il y a une bonne dizaine d'années, et quand j'ai voulu y retourner 4-5 ans plus tard, en 2017 très exactement, on m'a remis dans l'avion. J'ai fait Paris-Caracas, Caracas-Paris. C'est une expérience assez désagréable. Vous étiez fiché, entre guillemets, comme journaliste. J'étais avec mon équipe d'ailleurs. Et j'ai été persona non grata, mais il y a quelques pays dans le monde où c'est le cas, notamment en Égypte où j'ai été remis dans l'avion. Je partais en croisière avec ma femme sur la mer Rouge, plonger avec les requins. Et malheureusement, à l'arrivée à Hurghada, mon passeport a bipé. Et au bout de quelques minutes, j'avais 5-6 policiers autour de moi. Et on m'a remis dans le même avion qui m'a ramené le jour même à Paris. Vous aviez fait quoi pour mériter ça ? J'avais été au Caire quelques mois auparavant pour faire un film qui était assez critique sur le régime du général Al-Sisi. Ah ouais. On diffusera tout à l'heure un extrait justement de ce reportage d'enquête exclusive sur le Venezuela. Et à l'époque où j'ai été mis à la porte du Venezuela, j'y suis retourné peu de temps après à la frontière entre la Colombie et le Venezuela, parce que je voulais pas rester sur un échec. Et j'ai interviewé les réfugiés vénézuéliens qui venaient en Colombie pour la journée, pour se ravitailler, pour faire des courses et pour chercher quelques dollars. Et je me souviens de ces femmes qui se faisaient couper les cheveux pour vendre leurs cheveux et pour gagner quelques centimes de dollars afin de nourrir leur famille. C'était quelque chose d'assez poignant. Faudrait passer le documentaire à M. Mélenchon et à la France Insoumise, qui estime que c'est un grand homme.
Un autre pays qui bouillonne et qui à plusieurs reprises frise la révolution, c'est l'Iran. Donc on en parlait tout à l'heure, Valérie, où la crise économique sévit, où les gens n'ont plus rien pour vivre, mais la répression est assez sévère. France 2 a fait un reportage. Un peu partout en Iran, les mêmes images. Des groupes de manifestants qui prennent les rues. Cela appelle la population à les rejoindre. Le mouvement n'atteint pas la mobilisation qui a suivi la mort de Mahsa Amini pour un voile mal porté, mais il ne faiblit pas malgré la répression. Au moins 27 morts depuis 11 jours selon une ONG. Ici, des échauffourées au bazar de Téhéran, d'où tout a démarré. Tout un symbole, même ces ouvriers de l'industrie énergétique ont rejoint la grève, sur le plus grand champ gazier du monde. Souvent, le même slogan, mort au dictateur, mort à Khamenei, en référence au guide suprême. La rue, excédée, pointe du doigt l'incapacité du régime iranien à gérer la crise économique. Qu'est-ce qu'on va trouver sur l'Iran sur Realme, votre réseau sur votre... Sur Real Media, on va faire un point sur l'actualité en utilisant les images qui sont tournées là-bas par des journalistes citoyens ou des citoyens journalistes, comme on les appelle, qui heureusement dans tous ces régimes-là, lorsque les journalistes occidentaux ne parviennent pas à pénétrer sur place, arrivent à informer le monde, maladroitement parfois, en prenant des risques également. D'ailleurs, on voit bien que les images sont souvent prises de très loin parce que les manifestants dans les manifestations évitent d'emporter leur téléphone portable pour pas être arrêtés ou pour être soupçonnés de voilà. Alors Internet a été coupé là-bas, donc c'est ce qui explique qu'il y a aussi assez peu d'images qui arrivent. Et j'ai vu que Elon Musk avait libéré Starlink à la disposition des Iraniens. Mais non, mais ce qu'on dit pas assez souvent sur l'Iran, c'est qu'il y a un changement sociologique profond, c'est-à-dire que l'Iran du Shah, c'était 80%, 75%, 80% de la population qui vivait dans les campagnes. Ouais. Donc c'était une population plus traditionnaliste, beaucoup plus conservatrice, etc. Et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Ouais, les 3/4 des populations iraniennes vivent dans les villes, et notamment évidemment à Téhéran. Et puis c'est une population très très jeune également. Et ces jeunes-là ont accès aux médias sociaux grâce au VPN, etc. Donc c'est difficile de construire une barrière infranchissable pour interdire à ces jeunes d'avoir accès à l'information. On va parler avec vous de votre incroyable doc diffusé ce dimanche sur la circulation et le blanchiment de l'argent de la drogue dans l'économie française. Mais au Portugal, ils ont choisi la légalisation de toutes les drogues et les résultats sont plutôt encourageants. Reportage sur LCP, on en parlera après. Il est pertinent de se dire, ok, les gens se drogueront toujours. Donc, qu'est-ce que la société peut faire pour préserver la santé et la sécurité de tous? Le Portugal s'est rendu compte que l'approche la plus rationnelle était de transférer la responsabilité politique en matière de drogue du système judiciaire vers le système de santé. Oui, le Portugal est un des pays européens où le taux de consommation de drogue est le plus faible, environ 15%, alors que la France est un des pays où ce taux est le plus élevé, 40%. Et puis la dépénalisation permet de faire des économies. En 10 ans, le coût social de la consommation de drogue a baissé de 18% au Portugal. Cela coûte plus cher d'arrêter et d'enfermer certains consommateurs de drogue plutôt que de les soigner. Est-ce qu'on a la mauvaise politique? Est-ce qu'il faudrait légaliser toutes les drogues? Moi, je suis pas sûr. Et puis, j'ai pas cette information, mais ils légalisent pas toutes les drogues. Ils peuvent pas légaliser l'héroïne et la cocaïne. Ils légalisent sans doute le cannabis. Non, et la cocaïne, il y a alors, ils dépénalisent l'usage. Ils dépénalisent, c'est pas légalisé. D'accord, donc ils légalisent pas non plus le commerce et la consommation complètement. Non, ils ont, vous savez, des endroits où on peut aller... un peu comme aux Pays-Bas, les coffee shops. Voilà, exactement. Et puis des endroits où il y a de la drogue de substitution la fameuse méthadone. Voilà, exactement. D'accord. Et puis, pardon. Moi, je suis pas... Non. Moi, je suis pas vraiment pour parce qu'on sait pas où on met la frontière. Et puis, si on légalisait, parce que c'est un thème qui revient de manière récurrente, d'ailleurs. Mais quand on voit l'argent qui circule dans votre doc, on dit que ça couperait court à tout. Oui, ça, c'est un autre sujet, mais je pense pas que les trafiquants, du coup, vont se mettre à devenir entrepreneurs dans l'économie légale. Donc je pense qu'ils vont inventer d'autres drogues ou si vous légalisez par exemple le cannabis, sur quel taux de THC, quelle sera la puissance du cannabis qu'on va mettre en vente. Alors forcément ce sera sur un taux faible. Et puis les mineurs, ce sera forcément interdit aux mineurs, donc il y aura un marché noir pour les mineurs. Et puis les trafiquants vont mettre au point des produits plus forts.
Valérie, on ne perd pas nos bonnes habitudes, hein, malgré qu'on soit passé en hebdo. Alors, je finis en musique. Vous vous souvenez du soleil dans les Teletubbies? Vous savez, le générique des Teletubbies? Eh ben, le soleil a fêté ses 30 ans aujourd'hui. Elle s'appelle Jessica Smith. Elle a 30 ans, elle a 2 enfants. Poppy et Daisy, et donc c'était un petit clin d'œil à Teletubbies. Ça ne rajeunit pas, hein, elle a 30 ans. Dinky Winky, Dinky Dinky, Dipsy, Dipsy, La La, La La, Oh, Oh, Teletubbies. C'était un peu agaçant comme Allez, on se retrouve dans un instant avec Bernard de la Villardière. 0826 300 300 si vous voulez réagir. On va parler de cette enquête exclusive à découvrir dimanche soir sur M6 à 23h10. Les milliards du narcotrafic, comment ils infiltrent notre économie. C'est un doc absolument saisissant à suivre dans un instant sur Sud Radio. 14h16, Sud Radio Média. Sud Radio Média, le vendredi désormais, 1 heure consacrée aux médias avec des invités d'une qualité exceptionnelle, absolument. Tout comme le doc dont on va parler avec vous, Bernard de la Villardière, c'est dans le cadre d'enquête exclusive. Dimanche soir sur M6 à 23h10, 23h15, les milliards du narcotrafic, comment ils infiltrent notre économie. C'est un documentaire qui a été réalisé par Florence de Soutray avec la participation de Samir Benguenouna. C'est produit par Girafe Prod, qui est la société de production de Géraldine Levasseur. C'est un doc coup de poing où là, on va peut-être écouter la bande-annonce pour nous mettre... Vous allez avoir la parole, Bernard. On va écouter la bande-annonce. La règle d'or, c'est de se débarrasser plus rapidement du cash. En France, le trafic de drogue rapporte chaque année 7 milliards d'euros. Et cet argent sale généré est partout. La logique, c'est de mettre l'argent du trafic dans des produits qui s'écouleront rapidement. J'ai besoin d'à peu près 40-50 000 euros mensuels en cash pour mes salariés. Pour la première fois, enquête exclusive a remonté la filière et suivi les enquêteurs qui traquent le blanchiment. Tu as vu la montre? C'est une montre à 20-30 000 minimum. Comment les milliards du trafic infiltrent notre économie dans Enquête exclusive. Voilà, donc c'est encore une fois bravo à Florence de Soutray qu'on aura tout à l'heure, qui a réussi à avoir des contacts assez incroyables auprès de narcotrafiquants. Et je disais tout à l'heure, c'est pas la drogue qu'on suit, c'est l'argent qui est généré par la drogue et qui est partout autour de nous. Oui, l'argent qui est beaucoup plus difficile, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, pour les trafiquants, de stocker, d'écouler, de transporter. Et donc c'est un vrai casse-tête. Et puis il faut ensuite la blanchir, c'est-à-dire... casser effectivement le relais ou la liaison qu'on peut faire entre le cash et son origine criminelle. Alors il y a l'État qui est très présent aussi dans le doc. On voit de quelle manière les magistrats aujourd'hui sont organisés pour faire tomber ces trafics, mais c'est très très compliqué. Hein. On les fait tomber pour autre chose. Il y a une trentaine d'années, c'était Charras, ministre du Budget, qui disait il faut frapper les trafiquants à la caisse. Et il avait raison, mais on a mis de nombreuses années, effectivement, avant d'avoir les outils adéquats pour lutter contre cela. Alors, ça repose aussi sur la coopération internationale, parce qu'on parlait des petits commerces, etc., qui servent à blanchir. Mais il y a aussi les filières internationales, et il y a beaucoup d'argent qui part à l'étranger, notamment dans les pays du Maghreb, mais aussi à Dubaï. Et sur ce plan-là, la coopération judiciaire entre la France et Dubaï s'est beaucoup développée, ce qui fait qu'il y a une quinzaine de trafiquants qui ont été livrés par les Émirats Arabes Unis à la France ces derniers mois. Ouais. Mais aujourd'hui, est-ce que le consommateur n'est pas en cause? Parce que moi, ce qui m'a étonné dans votre doc, c'est le volume d'argent. Et donc, s'il y a un volume d'argent, il y a un volume d'achat. Ouais. On estime que c'est 7 milliards d'euros, cet argent du trafic en France, dans l'économie. Donc c'est évidemment de l'argent noir, de l'argent sale, mais il infiltre peu à peu l'économie réelle et l'économie légale. Et l'économie légale s'en sert notamment dans des secteurs comme le BTP, où il y a beaucoup de gens qui ne sont pas, enfin beaucoup, évidemment tout est relatif, mais enfin il y a des personnes qui sont employées dans le BTP et qui sont payées au noir parce qu'ils ne sont pas déclarés, parce qu'ils n'ont pas de carte de séjour. On sait à quel point les entreprises de BTP ont du mal à trouver des employés.
Et donc, il faut les payer avec de l'argent liquide. Et cet argent liquide, on va les chercher chez les trafiquants. Dubaï, c'est devenu l'Eldorado du blanchiment. Dubaï, c'est un des Eldorado, mais encore une fois, aujourd'hui, les trafiquants sont moins confortables parce qu'il y a d'ailleurs un magistrat de liaison qui a été nommé par la France et à l'ambassade de France aux Émirats Arabes Unis et qui accélère les procédures. Et les Dubaïotes eux-mêmes sont persuadés, les autorités en tout cas sont persuadées qu'il faut faire la chasse aussi à ces trafiquants. On est en ligne avec Olivier, un auditeur. Bonjour Olivier. Bonjour, bonjour Bernard. Vous habitez dans quelle région ? J'habite dans le Gard. D'accord. Pas loin de Nîmes, entre Nîmes et Avignon. Il est question de Nîmes dans le doc. Il faudra que vous regardiez dimanche soir parce qu'il est question de Nîmes et d'une rue en particulier dont les commerces. On a placé des caméras. On a placé des caméras et on observe effectivement comment les trafiquants vont porter de l'argent, ressortent, certaines viennent y chercher. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, Olivier ? Il y a d'une. J'ai une question. Là. Je vous ai entendu parler du Portugal qui avait légalisé la drogue. Non, pas légalisé, dépénalisé. Oui, dépénalisé. Est-ce que, ma question, parce que j'ai des idées, moi, pour arrêter la drogue en France, mais est-ce que la criminalité a changé ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire si demain on dit en France, tiens, on va vendre de la drogue dans les pharmacies, tous ceux qui vendent de la drogue, ils vont être lésés, il va falloir qu'ils trouvent de l'argent. La drogue, ça a remplacé les braquages de banques, tous ces braquages qu'il y avait là. Il n'existe plus à l'heure actuelle parce qu'on vend de la drogue. À Beaucaire, il y en a un, il a fêté son 1 million d'euros, il y a un trafiquant de drogue là, et il fait des grandes fêtes. Et c'est vrai que l'argent participe à la vie des communes. J'avais vu le reportage sur le bloc 14 il y a quelques années où ils expliquaient que les dealers mettaient des enveloppes tous les mois dans un HLM. Et le maire a dit on va arrêter tout ça. Et quand ils ont tout arrêté, mais les gens ne payaient plus l'électricité, ne payaient plus les loyers, ne payaient plus l'eau, ils n'avaient pas de revenus. Ils n'avaient pas de revenus et ils ont dit on va être obligé de remettre. Ça fait cautionner la vente de drogue parce que la drogue, ils interrogeaient le commerçant d'à côté qui vendait des survêtements. Et vous savez que c'est des trafiquants qui vous achètent. Mais il dit oui, mais si je ne leur vends pas, ils vont les acheter ailleurs. Oui. Et ces trafiquants font vivre la France, le commerce. Alors, c'est bien ce qu'on dénonce en fait dans ce documentaire, c'est-à-dire que l'économie française et la société française est, si on peut employer cette expression, narcosée par cet argent du trafic. Et donc, il est temps de mettre un coup d'arrêt. Vous parliez de dépénaliser, on ne dépénalisera jamais toutes les drogues. Et je pense qu'on n'arrivera pas à convaincre les organisations criminelles de renoncer à leurs actes illicites. Et parce que c'est trop d'argent. Et donc, elles s'installeront sur d'autres territoires. Mais on voit cette rue à Nîmes, effectivement, où il y a des commerces, et vous racontez, Florence de Souttray raconte comment aujourd'hui on propose même le double à des propriétaires de locaux pour pouvoir installer des commerces qui n'ouvrent que 2 heures par jour et dans lesquels on invente une activité qui permet encore une fois de blanchir du cash. 0826 300 300 si vous voulez réagir, nous raconter si vous voyez, si vous assistez à ce genre de trafic entre guillemets, Gilles. Oui, non, je voulais savoir, mais on pourra en parler à Florence. Quels sont les dangers pour les journalistes lorsqu'ils mènent une enquête comme celle-là, et quelles sont les garanties que vous leur donnez avec Les garanties, il y en a très peu. Voilà, c'est quand on va travailler dans certaines zones, dans certaines conditions, de temps en temps, effectivement, on tâche d'y aller en nombre, ou en tout cas d'avoir toujours quelqu'un qui est à l'arrière, en voiture, et qui peut vous aider à vous dégager d'une situation un peu difficile. Après, vous posez la question à Florence, elle a travaillé aussi avec des gens qui sont des informateurs, qui l'aident à pénétrer dans certains milieux et qui lui assurent une relative sécurité. Mais ce sont des enquêtes qui peuvent durer 6, 7, 8 mois. Pour ce qui est de Florence, je crois qu'elle a travaillé là-dessus pendant plusieurs mois. On l'aura en ligne avec nous tout à l'heure après la pub. Et on a Sabine, qui est une fidèle de Bernard de la Villardière. Bonjour Sabine, vous nous appelez de Gignac. Oui, c'est dans l'Hérault. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, vous nous dites, je suis Bernard de la Villardière depuis longtemps et j'aime son professionnalisme. Alors, vous vouliez lui poser une question ?
Alors moi, je m'interroge beaucoup sur la liberté d'expression, sur la liberté de choix des sujets, et savoir un petit peu, parce que on ne peut pas dire certaines choses, vu actuellement le pouvoir en place, et même avant. Il y a certains sujets, je sais, parce que vous n'êtes pas le seul à faire des émissions d'investigation, où par exemple on met des bâtons dans les roues, on empêche de sortir certaines choses parce que c'est pas politiquement correct, entre guillemets. Moi, je voulais savoir comment, là vous parlez du narcotrafic, mais on en parle maintenant, c'est un sujet de maintenant. Quelle garantie vous apportez, quelle liberté vous avez pour aller gratter, pour aller chercher des informations, des fois qui peuvent déranger? Alors j'ai eu une totale liberté de la part de la chaîne, ou pratiquement totale de la part de la chaîne M6 concernant Enquête exclusive. En revanche, c'est vrai que c'est parfois difficile, et ça a été tout le talent de Florence de Soultret, de convaincre les institutions, que ce soit le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, de nous laisser travailler. C'est moins le cas aujourd'hui, mais ça a été le cas pendant très très longtemps. Et moi j'ai vécu la période, parce que ça fait une quarantaine d'années que je fais du journalisme, où le journaliste appelait un hôpital, une école, une institution quelconque, etc. Et on le recevait spontanément et on les laissait à peu près travailler. Alors qu'aujourd'hui, vous avez des services de communication, et il faut passer par un certain nombre de filtres et d'autorisations en amont. On vous demande, mais qu'est-ce que vous voulez raconter, comment, etc. Et donc on interfère dans votre liberté de journaliste, dans votre liberté éditoriale. Et encore une fois, ça n'a pas été le cas pour cette émission, et c'est vrai parce que je pense que la puissance publique réalise à quel point il est temps de mettre à jour ces sujets, de mettre la lumière sur ces sujets, en espérant peut-être aussi sensibiliser les consommateurs, et notamment les consommateurs de drogue, parce qu'ils sont très nombreux. Il y a 1 300 000 personnes qui consomment de la cocaïne au moins une fois par an en France. Il y a plus de 3 millions d'usagers du cannabis. Il faudrait qu'à un moment, on puisse lancer des grandes campagnes nationales, ce qui a été fait, mais de manière parfois un peu maladroite et de manière un peu épisodique, pour responsabiliser les consommateurs. Ils mettent de l'argent dans des circuits criminels. Aujourd'hui, vous ouvrez la radio tous les matins, il y a des règlements de compte à Marseille, et pas seulement à Marseille, mais aussi en banlieue parisienne, à Strasbourg, au Havre. Il y a des dockers qui ont été assassinés. Enfin, ce sont des organisations criminelles qui font des morts et qui tuent des gosses. Oui, vraiment, c'est frappant, parce que l'année dernière, il y a eu quand même une dizaine ou une douzaine de gamins, de gosses de 15-16 ans, sans compter les victimes innocentes, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme, qui sont victimes de balles perdues. Comme ça a été le cas notamment à Rennes. 0826 300 300 si vous voulez réagir. On aura la réalisatrice de ce doc, Florence de Soultret, avec nous dans un instant. Moi j'ai plein de questions à lui poser, en l'occurrence sur pourquoi est-ce que ces dealers ont accepté de témoigner, de montrer l'argent généré. Quelque part ils se mettent en danger. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média. Et notre invité Bernard de la Villardière est là pour parler de ce documentaire à voir dimanche soir dans Enquête exclusive, milliards du narcotrafic, comment ils infiltrent notre économie. C'est un documentaire qui a été réalisé par Florence de Soultret. Bonjour Florence de Soultret, vous êtes avec nous en ligne. Bonjour. Bonjour. Et vraiment bravo pour ce doc remarquable. Vous l'avez réalisé avec la participation de Samir Benguenouna. Vous avez réussi à contacter, c'est pas vraiment infiltré, parce que vous êtes avec une caméra, et c'est d'ailleurs ma question, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont accepté? C'est la question que je me suis posée. Ils se mettent, alors ils sont très maquillés, avec maquillés, cachés, grimés, mais quelque part ils se mettent un petit peu en danger. Ils ont fait ça, selon vous, pourquoi? Par vantardise? C'est quoi leur motivation? Alors, c'est une très bonne question, parce que l'argent, il faut comprendre que c'est le tabou ultime dans le milieu. C'est-à-dire qu'il y a des documentaires qui parlent du produit, des stupes, des documentaires qui parlent des armes. C'est jamais facile, c'est un vrai travail journalistique. Mais des documentaires qui, de l'intérieur, racontent le circuit de l'argent, je crois pouvoir affirmer qu'il n'y en avait pas eu. Non, c'est en cela qu'il est exceptionnel. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'argent, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment, et on le sentait sur le terrain, c'est la raison d'être des trafiquants. Depuis les petites mains jusqu'aux patrons de point de deal, jusqu'aux têtes de réseau, la raison pour laquelle ils prennent tout ce risque d'enfreindre la loi, d'être dans la criminalité, c'est pour l'argent. Alors, ce qui a été très difficile, c'est que c'est même insultant. C'est-à-dire qu'entre eux, ils ne se parlent pas d'argent. Les trafiquants, entre eux, ne savent pas, toi, combien tu gagnes, comment tu blanchis, quels sont tes circuits, etc. Donc, c'est
c'est à peu près une très grande insulte d'arriver, de les aborder sur ce thème-là. Maintenant, vous l'avez dit, ce qui a été très précieux, c'est qu'on a travaillé en binôme. Oui. On a fait un travail journalistique avec Samir Benguemouna, qui est un jeune journaliste qui a créé tout un réseau d'informateurs dans le milieu ces dernières années. Et donc, ça a été le premier pont qui nous a permis d'approcher. Mais ensuite, ça a été très difficile. Oui. Il y a ce qu'on voit dans le doc. On se dit pourquoi ils ont accepté de parler. Mais il faut se dire qu'il y a ceux qu'on voit dans le doc et il y a les 99% qui nous ont plantés, trimballés, les attentes dans la nuit, parce que ce sont des oiseaux de nuit, tous ces gens-là. C'est pour ça qu'on a mis 8 mois. Et finalement, ça s'est joué à certains avec qui on a pu passer beaucoup de temps, créer un lien de confiance dans l'anonymisation que vous allez leur donner. Et finalement, ils ont tous accepté de ne dévoiler qu'un mécanisme. Il faut se dire que chacun y blanchisse avec de nombreuses façons, mais chacun n'a donné qu'un mécanisme pour ne pas être repérable, ne pas être identifiable. Ça veut dire qu'ils ont d'autres systèmes pour blanchir ? Non, ça veut dire par exemple que celui qui nous parle de comment il blanchit à travers son épicerie, en réalité, il a une dizaine ou une quinzaine d'autres façons de blanchir. Il envoie aussi à l'étranger, il a d'autres types de commerces, d'autres types de fausses sociétés, etc., etc. Mais il nous dévoile un lieu, un pan, et le reste, même nous, on l'ignore. Ouais. Alors, ce qu'on voit dans votre doc, c'est ils ont chacun une fonction. Ça, c'est assez étonnant. Il y a très organisé. Il y a une hiérarchie très organisée. Ouais, ça c'est pour exfiltrer le cash des points de deal. C'est quelque chose qui est vraiment très impressionnant et je crois qu'on l'a plutôt bien retranscrit dans le documentaire. On a suivi l'argent depuis le moment où il se salit, entre guillemets, quand il arrive dans les mains du dealer qui vend le produit, le cash, jusqu'au moment où il va, jusqu'aux endroits où il va être blanchi. Et en fait, là, ces organisations criminelles, elles laissent rien au hasard. L'argent, il est extrêmement mobile, il passe de main en main et il ne reste jamais plus de 24 à 48 heures au même endroit. Et chacun a un rôle très précis, c'est une espèce de chaîne dans le réseau. Il y a le dealer, le ravitailleur qui filtre régulièrement toutes les X heures du point de vente l'argent, le collecteur qui à la fin de la journée va exfiltrer carrément du point de deal, puis le banquier qui va récupérer hors du point de deal l'argent, le stocker, puis un autre transporteur et ainsi de suite. Et tout ça, ce sont des rôles très secrets. Les lieux sont tenus absolument secrets. Et les rôles, à part ceux qui les tiennent, personne d'autre dans le réseau ne savent qui est le transporteur, qui est le collecteur. Oui, c'est ça, c'est très compartimenté. Bernard de la Villardière, ce qu'on voit aussi dans le doc, c'est, alors moi je sais pas pourquoi je fais une fixette sur l'eau, dans l'épicerie où le gérant de l'épicerie, enfin celui qui blanchit, explique qu'il achète de l'eau en bouteille, qui est revendue, donc vous allez acheter votre eau en bouteille, cette eau, elle a été achetée avec de l'argent sale. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une complicité chez ceux qui vendent l'eau. Oui, bien sûr, oui. Ce sont des épiceries qui sont montées de toutes pièces, souvent par les trafiquants. Mais celui à qui il achète l'eau, ou alors c'est ce que vous montrez dans le doc, Florence de Soutré, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs versements pour éviter de se faire remarquer avec trop d'argent liquide. Oui, en fait, si le blanchiment du narcotrafic est possible, c'est parce que dans l'économie légale, c'est ça, il y a beaucoup de monde qui accepte du cash dont ils connaissent pas forcément l'origine, ou en tout cas ils veulent pas le savoir. Donc le fournisseur d'eau qui accepte d'être payé en cash parce que peut-être il a envie de sortir, voilà, il veut frauder, il veut sortir de l'argent de sa boîte, etc. Il se rend complice. Peut-être qu'il n'a jamais posé la question d'où vient ce cash, mais en fait il se rend complice. De même, on voit ça avec le secteur du BTP qui a besoin de beaucoup de cash. Et je pense que vous allez vouloir en parler. Mais j'ajouterais que cet argent, cette masse d'argent, 7 milliards d'euros que représente le trafic de drogue en France, de l'argent sale, un chiffre qui a été multiplié par 2 ou par 3 en 10 ans, il corrompt, c'est-à-dire qu'il aide à acheter dans l'administration pénitentiaire, dans l'appareil judiciaire, chez les dockers, à acheter des complicités. Oui, bien sûr. Florence, est-ce que vous pensez que l'État n'a pas les moyens de lutter contre tout ça après votre enquête ? Non, je pense que loin de moi l'envie ni la capacité d'émettre ce type de jugement. L'État, il mène une lutte très forte contre le narcotrafic. Maintenant, c'est vrai que c'est un tournant, cette idée de vouloir frapper au portefeuille. C'est-à-dire qu'il y a un procureur qui nous le dit très bien dans le doc, Nicolas Bessonne, le procureur de Marseille, qui nous dit avant, on s'intéressait aux crimes, aux stupes, aux armes. Maintenant, on veut s'attaquer au circuit de blanchiment et l'État progresse. Alors,
C'est encore effectivement très en deçà des chiffres des revenus de la drogue, 7 milliards d'euros de revenus comme le disait Bernard de la Villardière. Et on ne saisit pour l'instant que 100 millions d'euros par an de biens ou d'argent, donc côté blanchiment. À l'inverse, on saisit 1 à 2 milliards de produits, de stupes. Donc on voit qu'il y a un déséquilibre. En amont, on est quand même assez bon dans les saisies. Et en aval, le chiffre est assez faible, mais il est en constante progression. On voit qu'il y a une il faut faire la différence détermination. entre saisir et confisquer. C'est-à-dire qu'on saisit 1,7 milliard, d'après ce que m'a dit la procureure nationale du parquet qui lutte contre la criminalité organisée, qui vient d'être installée à Paris et qui va s'intéresser au spectre du trafic. Mais en fait, c'est bien saisi, ils sont bloqués, ils sont gelés. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus en possession du trafiquant, mais ils ne sont pas encore en possession de l'État. Et il n'y a que 100 millions qui sont confisqués chaque année, ce qui est évidemment pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'il y a des bonnes affaires à faire aussi. Quand il y a des ventes aux enchères, ça c'est un passage vers la fin du doc où on voit ce magnifique yacht. Vous avez voulu acheter un bateau, oui, 10 millions d'euros, il paraît qu'il en vaut 16, donc il y a des affaires à faire. En tout cas, bravo Florence de Soutray pour ce document exceptionnel. Vous avez raison de préciser qu'on parle toujours de la drogue, des armes. Là, c'est l'argent qu'on voit. En plus, il est bel et bien filmé. On voit ces billets de 10 euros, 20 euros, voire plus, qui représentent, vous l'avez rappelé, des sommes considérables à l'arrivée. Donc, à ne pas manquer, enquête exclusive, dimanche soir sur M6, vers 23h10, 23h15. Il y a évidemment le replay sur M6+, milliards du narcotrafic. Comment ils infiltrent notre économie. Et puis, il y a des auditeurs qui me disent, oui, je vois à côté de chez moi, il y a des commerces qui ouvrent 2 heures, ou alors il y a des... Voilà, vous allez tout c'est des officines comprendre. qui servent à blanchir. Absolument. Merci Bernard de la Villardière, on est ravis de vous recevoir ce matin. Et nous, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. Et ravi d'avoir inauguré cette nouvelle formule d'émission qui est promise un grand avenir. Absolument. Merci à vous. À tout de suite sur Sud Radio.